Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'histoire de la marque MG et on va voir que ruiner ces industries n'est pas une exception française. Il est indiscutable que l'Angleterre est une grande nation de l'automobile. Tout le XXe siècle a été marqué par des grandes innovations, notamment portées par des marques britanniques. Et pourtant aujourd'hui, à part dans les grandes marques de luxe, saurais-tu me nommer une marque anglaise? Jaguar, avant que plus personne ne sache réellement ce qu'ils font. Évidemment, Aston Martin, Rolls-Royce, d'accord, mais c'est du grand luxe. Et pourtant, avant, au Royaume-Uni, il y avait un nombre incalculable de marques, d'ailleurs peut-être un peu trop. Et pourtant, il y avait un petit nom, un outsider qui aujourd'hui fait encore beaucoup parler de lui, la marque MG. Et je te propose de revenir sur son histoire. Je te préviens, ça va être long. Aujourd'hui, quand on parle de MG, on pense avec BYD à la grande offensive sur l'électrique chinoise. Mais au cœur de l'ADN de MG, il y a la sportivité. Aujourd'hui, la marque revendique son ADN sportif, notamment avec le Seaburster, mais on est très loin du caractère originel de ce constructeur. Parler de MG, c'est une porte d'entrée pour parler d'une industrie britannique aujourd'hui quasiment disparue. Et pour parler de MG, il faut revenir sur une autre marque, Morris. Aujourd'hui, même en rassemblement auto, en France, on n'en rencontre pas souvent. C'est un nom qui est un peu tombé dans l'oubli. Et pourtant, au XXe siècle, Morris, c'est l'équivalent d'un Citroën pour un Anglais. C'est d'ailleurs une part culturelle importante de l'industrie automobile britannique. Et les similitudes avec notre constructeur français sont assez nombreuses. Créée en 1912, cette marque est d'abord orientée dans le milieu haut de gamme. Et ce n'est qu'après la Seconde Guerre que la marque s'oriente vers l'entrée de gamme, et crée l'équivalent britannique de notre 2 chevaux, la Morris Minor, et qui encore aujourd'hui est dans le cœur des Anglais et une part importante du patrimoine culturel automobile, presque autant que la Mini. Pour se rendre compte de la taille de Morris à l'époque, il faut se dire qu'en 1924, une voiture sur 3 vendue au Royaume-Uni était une Morris. Ils avaient une politique commerciale très agressive avec des bangers absolus comme la Oxford, qui d'ailleurs avec la Cowley partageait un moteur français, mais oui, cocorico, de chez Hotchkiss. C'est un mastodon qui a été créé par un mec qui s'appelle William Richard Morris. C'est un mec qui n'était pas spécialement passionné par l'automobile, c'est un homme d'affaires qui vendait des journaux, des frigos et accessoirement des bagnoles. Mais en 1910, il a une vision. Il commence à créer des voitures principalement à partir de pièces américaines, mais il instaure une vision groupe. Sa qualité d'homme d'affaires l'inspire pour racheter l'ensemble de ses fournisseurs. Dès le début du XXe siècle, il implante ses propres concessions et son propre réseau d'entretien, de garage pour les entretiens de ses voitures, qui s'appellera tout simplement Morris Garage. MG, Morris Garage. Et à la tête de ce réseau d'entretien, on trouve un certain Cecil Kimber. Et lui, on va s'arrêter 2 secondes pour parler de lui. C'est lui le vrai passionné d'automobile chez Morris Garage. Il débute sa carrière chez Sheffield et ensuite il part chez AC. C'est eux qui fabriqueront la base de l'AC Cobra par exemple. Pour la faire très courte, l'ingénieur se rêve entrepreneur. Il met toutes ses économies pour créer une boîte qui va travailler avec Morris. Évidemment, il va se casser la gueule, il va se retrouver à poil. Et donc le fameux William Richard Morris, il profite de ce coup de mou et il rachète son fournisseur. Et quand on a un type comme ça, prêt à tout perdre pour sa boîte, évidemment on le garde, on le vire pas. C'est pourquoi Morris décide de faire de Cecil Kimber son chef des ventes. Lui qui était à poil se retrouve avec un appartement, une concession et puis un roulet jeunesse. Sauf qu'évidemment, Cecil Kimber ça reste un ingénieur et il lui faut pas longtemps pour trouver le temps long. Donc il commence à bricoler ses voitures. Tout cela se passe à Oxford. Et évidemment, il y a les universités aux alentours, plein de fils à papa qui rêvent de draguer dans des voitures qu'on croit qu'elles vont vite sur le parking du Macumba. Et en 1924, sur l'impulsion de Cecil Kimber, on commence à créer de nouvelles carrosseries pour monter sur les Morris. C'est pas de la préparation non plus. On soigne les détails, on change les pistons, on corrige les défauts de fonderie et surtout, on met de la gueule aux Morris. Et c'est de là que naît la marque MG. Et la suite pour Cecil Kimber, elle n'est pas spécialement drôle. Déjà très vite, il est relégué au second plan. J'ai pas l'impression qu'il y avait une bonne entente entre Cecil Kimber et son directeur. Et puis, la guerre éclate. Et donc les belles petites voitures, ça passe au second plan. Le petit préparateur des voitures Morris est mis à l'arrêt.
et Kimber devient un peu encombrant. Et malheureusement pour lui, il trouvera la mort dans un accident de train à la gare de King Cross. Et oui, c'est la même que dans Harry Potter. Donc si on résume, MG c'est un peu la division sportive de Morris. D'ailleurs, il s'occupe déjà de la compétition, même si c'est pas forcément foufou. Et surtout, ils vendent des versions un peu tuning, notamment de la Morris Oxford. Avec la type M par exemple, ils reprendront la base de la Morris Minor. Et après la guerre, ils se retrouvent sans un rond et donc ils décident de ressortir la vieille type T. Et cette voiture-là marquera un petit tournant, car pendant la guerre, les soldats américains qui étaient sur le vieux continent ont pris goût à ces petits bolides légers. Et pour MG, la type T sera la première à réellement s'exporter aux USA. Pareil pour la type Y, qui avait été pensée avant la guerre, mais qui ne sortira qu'après. Après la guerre, le vrai renouveau pour MG, ce sera le lancement de la MG A, qui inscrira MG dans la lignée des roadsters Made in UK. S'inspirant déjà de Triumph, d'ailleurs, la MGA et la Triumph TR3, bon, elles se battent un peu sur le même segment, en reprenant d'ailleurs la cible d'origine de la marque MG, pour rappel, les jeunes qui ont du blé. La MGA, concrètement, elle ne révolutionnera pas le marché, mais elle sera quand même inspirée d'un proto qui avait été pensé pour le Mans. C'est un coupé qui fera rentrer la marque dans la modernité, d'abord par sa légèreté, moins de 900 kg, et un moteur qui tout de même s'approche gentiment des 100 chevaux. En réalité, c'est elle, la vraie icône sportive de la marque, avant la MGB d'ailleurs. Et la MGA a réellement eu une vraie carrière sportive tout à fait honorable. It took another great stride forward in 1955 at Le Mans, that unique event where quality counts for most and luck for least. Here, the public saw for the first time a new and remarkable product of the MG stable, the prototype of the car which was soon to become world famous as the MGA. Et après la MGA, suit la MGB. En même temps que sort dans l'ensemble du groupe BMC la 1100 et la 1300 des berlines, sort le banger absolu de MG, la Type B. Et cette voiture-là sort donc en 62 et elle innove avec son châssis monocoque qui la rend bien plus saine que la MGA. Alors je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a déjà une vidéo sur la chaîne, allez la voir. La MGB sera un banger au point qu'aujourd'hui, souvent on assimile MG à la MGB. C'est une voiture qui sera vendue pendant près de 20 ans, voire même un peu plus de 20 ans, et qui sera le roadster le plus vendu avant la MX-5 de chez Mazda. Mais cette voiture sera tout de même déclinée dans une version coupée, la MGB GT, designée par Pininfarina, comme l'avait déjà fait d'ailleurs MG avec la Magnette dans les années 50. C'est une voiture qui se retrouve la plupart du temps avec le 4 cylindres BMG type B, donc en gros une grosse évolution du moteur de la Mini, avec un peu plus de cylindrée. On l'a retrouvé aussi avec un V8 de chez Rover, d'ailleurs qui avait été inspiré par un préparateur américain. Sauf qu'évidemment c'est des Anglais, donc on va mettre des pièces anglaises. Et sincèrement cette version V8, moi je lui trouve pas un charme fou. Voilà. Sauf que 20 ans au catalogue, pour la cible d'origine, à savoir la jeunesse, ça fait beaucoup trop long. Et la MGB va s'essouffler relativement vite dans la deuxième moitié des années 70, grosso modo. Dès les années 60, British Leyland sort la MGC. Grosso modo, il fallait remplacer la Austin Healey, qui est belle à crever. Et il décide de prendre la base de la MGB pour y coller le 6 cylindres de l'Austin Healey. Bon, perdu, hein, c'est un moteur qui va manquer cruellement de couple et qui sera globalement pas très apprécié. Mais quand même quoi, quelle gueule, et puis 150 chevaux dans cette caisse. Sauf que cette gueule commune, c'est peut-être aussi ce qui va déplaire aux potentiels acheteurs de la MGC. Pourquoi j'irais mettre 2 fois plus d'argent pour une bagnole qui a strictement la même gueule? Là, mystère. Il manquait vraiment plus qu'une prépa à la Jacques Koon. C'est un carrossier belge d'ailleurs qui préparait des MG façon Aston Martin. Dès 1970, British Leyland pense au renouveau de la MGB. Attends, une vente pareille, il faut bien lui trouver un successeur.
Et donc on lance les travaux préparatoires pour la MGD. D'ailleurs ces esquisses seront super novatrices pour l'époque. Sauf que déjà à l'époque le groupe sent que ça sent le roussi. Et il lui préfère une solution beaucoup plus rationnelle avec la Triumph TR6. Et d'ailleurs quelques années plus tard la TR7, toujours de chez Triumph, achèvera la MGB devenue franchement archaïque. TR7, the Wedge from Triumph. Catch one soon at your British Leyland dealers. C'est giga nul. Bref, avec la type A et la type B, MG a un succès complètement inespéré. Ils en vendent des pelles, et c'est d'ailleurs aujourd'hui des voitures archi communes dans les rassemblements d'anciennes. On les retrouve préparées façon Sebring, ou alors même par des entreprises comme Frontline, qui les fiabilisent, les modernisent, et leur donnent un petit soupçon de luxe. Finalement, peut-être qu'elle manquait d'ailleurs à l'époque. Après, la MGC, ils en ont pas vendu tant que ça, hein. Moins de 9000. Mais si vous voulez une version moderne de la MGB, en tout cas plus moderne, eh ben, il faut vous pencher sur la RV8. Vous connaissez pas la RV8? C'est normal. Elle a été vendue qu'au Japon et un peu en Angleterre. Dans les années 80, la MGB s'arrête et il faut 10 ans à la marque pour trouver une alternative. Et ils se rendent bien compte que ils feront pas mieux que la type B, quoi. Donc juste avant le rachat de BMW, ils se mettent en tête de faire une version modernisée, actualisée. Et la vache, qu'est-ce qu'elle est belle cette caisse! C'est dommage qu'elle n'ait pas été plus supportée par BMW à ce moment-là. Bon, BM qui avait autre chose à faire à l'époque avec ses marques anglaises, qui tentait tant bien que mal de sortir Rover de la panade et qui finira par uniquement récupérer Mini. D'ailleurs, est-ce que vous reconnaissez ces feux là? Ouais, à l'avant. Ouais, c'est ceux de la 911. Et quand des Anglais commencent à acheter des pièces à des Allemands, c'est qu'économiquement, ça sent pas bon. Pas bon du tout même. Assez vite, l'image de marque de MG ne sera pas idéale. Et puis d'un point de vue marketing, MG garde la même cible que dans les années 30. Les jeunes fortunés. Sauf qu'au lieu de draguer les grandes universités anglaises, maintenant, ils draguent les grandes universités américaines. Mais dans la réalité, ceux qui achètent des MG, c'est les cadres ou les professions libérales. En deuxième, voiture de plaisir. Et donc, si vous demandez à mon père ce qu'il pense des MG, il va vous répondre, c'est des voitures de garçon coiffeur. Ça a de la gueule, mais ça n'a un peu que ça. Si on prend l'exemple de la Midjet des années 60, c'est vraiment le petit cabriolet, pas puissant, mignon, mais voilà, ça sent pas la testostérone. Et à l'époque, si vous vouliez quelque chose de dynamique, vous alliez chez Jaguar ou Austin Hillet avant que la MGC ne la remplace. Et si vous cherchiez un peu plus de raffinement, vous allez chez Triumph. Que les marques du groupe en plus, c'est pratique. Et il faudra peut-être attendre la fin des années 90 pour que MG sorte la modèle F, puis la modèle TF, en hommage à d'anciens modèles, pour que le marché commence à s'intéresser à des roadsters moins puissants, plus économiques, qui ont toujours de la gueule, et donc pour que ces voitures se trouvent réellement une place. Malheureusement, il sera trop tard pour MG. C'est dommage, parce que la TF, elle est rigolote. Elle a même existence 160 chevaux. Avec notamment les problèmes de fiabilité. Les voitures anglaises, dans les années 2000, déjà, ça a plus trop la cote. On sort tout juste de l'époque où on disait encore que les anglaises, il en fallait deux. Une pour rouler et une au garage. D'ailleurs, petit point sur cet a priori de manque de fiabilité. En réalité, ces voitures, si on les roule tous les jours, sont des voitures qui se révèlent plutôt fiables. Sauf qu'encore une fois, la mécanique de la MGB se retrouvait aussi bien dans des berlines familiales que dans des voitures de week-end, grosso modo. Et je pense que c'est ce manque d'utilisation qui a entraîné la plupart du temps les problèmes de fiabilité. Bon, après, ça reste assemblé avec le cul, hein. Il n'y a qu'à voir cette jauge à essence où selon comment la bagnole est tankée, on se retrouve avec un quart de plein ou trois quarts de plein. Formidable. Dans le doute, je vais mettre de l'essence, hein.
Et puis aussi un autre truc, dans les années 70, les normes américaines, notamment en termes d'antipollution, imposent des ajouts qui n'étaient pas nécessairement au goût des ingénieurs anglais. MG serait une marque sportive, mais au final, à part dans les années 30, la marque n'a jamais été réellement engagée. Sauf que dans les années 2000, MG fait des protos pour Le Mans, en LMP1, et tout. Et c'est avec un nom familier des fans de F1, Lola, qu'ils vont ensemble travailler sur l'EX 257. C'est une voiture qui est pensée pour une nouvelle réglementation, alors en endurance, et avec beaucoup d'économie. On sent clairement que British Leyland, là, ils sont à bout de souffle. Bref, c'est pas fiable, bon. Ah, c'est normal avec les Anglais, si t'as pas de flaque d'huile, c'est qu'il n'y a plus d'huile. Bon, en même temps, ils se retrouvaient en face des Audi R8 et ils ont quand même réussi à sortir 500 chevaux d'un 2 litres. Mais MG, c'est surtout des records. Imagine, t'es à 400 dans ta Bugatti Veyron. À Vérone. Parle d'une Bugatti Veyron. Hein? Ouais, imagine, hein. Et là, tu te fais rattraper puis dépasser par un Dacia Duster. Bon, ok, j'abuse un peu, mais MG, en 1959, passe les 410 km/h avec un moteur 1,5 litre, le même que dans les MGA. La EUX 181, oui, ça reste des ingénieurs, succède au EX 179, 135, 127. La 127, qui déjà en 1932, donc avant la guerre, s'amuse à frôler les 190 à Montlhéry. C'est d'ailleurs une caisse qui va se retrouver détournée par Mercedes, qui voulait s'amuser à zioter ce qu'il y avait dedans. Ils y ont trouvé un 750 cm3. Quand je vous dis qu'MG, c'est avant tout des préparateurs. Et même sur les circuits, MG s'illustre avec des moteurs petits, mais puissants pour l'époque. C'est ce qui fera d'ailleurs le succès des midgets des années 20. À chaque fois, la recette est simple. Ils te prennent une bagnole de course, ils te font une aéro du turfu, ils t'ajoutent un compresseur et surtout, on n'oublie pas les fauteuils avec le petit tartan so British. Another advantage of having the engine towards the back of the car and the driving position in front, so far in front actually, that the pedals are only an inch or two from the nose, is that the weight is shifted aft. C'est comme ça qu'après la guerre, ils se retrouvent à te fabriquer une balle avec un châssis tube et des bouts de MGA. Ils refilent Frankenstein à un pilote de F1, Stirling Moss, et passent les 400 km/h au calme. This is the first run, and Stirling Moss's maximum speed is well over the 4 miles a minute mark. Non mais t'imagines, c'est comme si tu prenais un châssis tubulaire de Renault Spider, un moteur d'Alpine, tu fais un peu de magie dessus, tu y colles une boîte de Renault Arcana et t'appelles Charles Leclerc et tu lui dis tiens, on passe les 500 sur la 1, ça te tente? Tout ça pour en faire une pub monstrueuse. J'adore cette époque, putain. MG était une marque qui avait de l'avenir, mais pris au sein du groupe Rover, elle restait la petite qu'on avait déjà presque oubliée. L'histoire des marques anglaises, c'est toujours le bordel. Après la guerre, tout fusionne dans tous les sens. Il n'y a qu'à voir le nombre de marques sur lesquelles sont sorties la Mini. Bon ok, petit résumé. Étape 1, la réorganisation en 1938. À ce moment-là, la marque Morris, Wolseley, MG et Riley, qui d'ailleurs fait des super cycle cars, sont réunis sous l'organisation Nuffield. Puis en 1952, l'organisation fusionne avec la marque Austin, Jaguar, sous le nom British Motor Corporation, BMC. Toutes les Anglaises des années 60, c'est des BMC. Puis enfin, dernière étape de la réorganisation en 1968 avec la création du MAL, British Leyland Motor Company. Ce groupe naît de la fusion entre British Motor Corporation et le groupe Leyland Motor, constitué de Triumph, Rover, Land Rover, Albion, Ferguson et ainsi de suite. Et voilà comment on crée un joli merdier dans les gammes puisque tout le monde fabrique les mêmes bagnoles. Leyland make a great range of individual British cars. See your dealer for a free lesson in how to drive one. Étape 2 d'un fiasco annoncé, la nationalisation. Dans les années 70 et partout dans le monde, l'industrie automobile change.
Entre le choc pétrolier, les habitudes de consommation qui changent, les normes de sécurité, d'antipollution et surtout la rationalisation des coûts avec les groupes qui commencent à se former partout dans le monde, la tension monte d'un cran pour les constructeurs. Ce sont des années critiques et au Royaume-Uni, ça a été un carnage. Petit cocktail de la faillite. Tout d'abord, construisez des voitures avec le cul. Toutes les voitures anglaises de ces années-là, et c'est pas un mythe, sont assemblées le vendredi soir. Elles sont montées avec une qualité tellement aléatoire que franchement, acheter une anglaise, c'est souvent la loterie. Il n'y a qu'à voir les faisceaux qu'il y a dans les MG. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Les fils bleus sur les bornes rouges, c'est un lieu commun. Vous changez votre compteur, il y a l'alternateur qui pète, c'est n'importe quoi. Deuxième ingrédient, trop de marques. Là-bas, en Angleterre, un commercial devait se battre avec lui-même entre la gamme MG, la gamme Triumph, la gamme Morris, la gamme Rover. Il y avait des dizaines de doublons et plein de modèles qui étaient vendus sous plusieurs marques alors que ces mêmes marques étaient dans le même groupe. Vous comprenez le bordel pour le commercial? Exemple qu'on vient de voir, la MGB en face de la TR6. Voilà. Pourquoi faire coexister deux modèles à la cible exactement identique? British Leyland. Et enfin, dernier ingrédient, on l'a vu avec le renouvellement de la MGB, il n'y a aucun renouveau dans les modèles. Il n'y a qu'à voir, la Mini, elle s'est vendue de 1959 à 2000 dans son ancienne version. Du coup, au milieu des années 70, l'État britannique en a plus qu'assez, il décide de frapper fort, il nationalise le groupe. Et c'est encore plus la merde. Faut comprendre aussi, l'État britannique doit gérer plus de 40 usines réparties sur l'ensemble du territoire britannique. Enfin, c'est un non-sens total. Dans les années 70, le contexte social vient donner littéralement un coup de grâce à l'industrie britannique. S'il vous plaît? Oui? La principale cause de la faillite, c'est ça, c'est le nombre d'usines et l'éclatement de la production. À ce moment-là, lorsqu'une grève éclate quelque part, c'est l'ensemble de la production et des pièces qui n'arrivaient pas dans les autres usines. Du coup, il n'y a pas de boulot, les chaînes se mettent à l'arrêt et du coup, grève dans la seconde usine. For 17 weeks, the Speak strikers have poured through the factory gates at 11 a.m. every Thursday to collect their tax rebates. Yesterday, they did it for the last time. From Monday, they'll be back in, making cars. All week, shop stewards have been cosseted with management to renegotiate the plans, to speed up the track and to cut manning levels. La nouvelle tombe en septembre 79, MG, c'est terminé. La cause officielle, c'est que MG perd de l'argent puisqu'ils exportaient beaucoup aux États-Unis et à cause d'un taux de change défavorable, tout ça n'avait plus trop de sens. Et là, coup de théâtre chez les salariés de MG, Aston Martin veut racheter la marque. Ouais, c'est pas une blague, hein. Au moment de l'arrêt de MG, Aston Martin s'était porté acquéreur auprès de l'État britannique pour faire tout simplement une entrée de gamme à ces modèles. Et puis en fait, la réalité, c'est qu'ils n'avaient absolument pas les moyens de le faire. L'histoire d'Aston Martin est probablement une des histoires les plus chaotiques des marques britanniques, donc bon. À l'époque, ils proposaient même une modernisation de la Type B avec des moteurs japonais, notamment Toyota. Mais bon voilà, Aston Martin a jamais eu en réalité les moyens. Tout ça tombe à l'eau, c'est terminé. La suite pour le groupe Rover, puisque British Leyland plus tard deviendra le groupe Rover. C'est le rachat en 1994 par BMW, qui n'était pas spécialement prêt à s'investir dans l'économie du groupe. Ils se sont assez vite rendus compte des galères et ils récupéreront simplement la marque Mini et laisseront complètement dépérir du coup le groupe jusqu'à l'aube des années 2000. Alors aujourd'hui, le groupe British Leyland puis Rover, qu'est-ce qu'il en reste? Et là, je vais quand même sortir mes notes, pardon, mais parce que c'est compliqué. La marque Jaguar, Land Rover et Daimler appartiennent à Tata Motors, donc des Indiens. BMW a toujours Mini, Rolls-Royce et Rover, le nom Rover. Un jour, il faudrait que je vous explique cette histoire-là, c'est quelque chose. C'est comme Rolls-Royce qui a été à un moment racheté par BMW et tenté de racheter par Volkswagen en même temps, sauf que, encore une fois, des histoires de noms. Donc, encore aujourd'hui, Rover, le nom Rover appartient à BMW. Volkswagen, justement, qui eux ont récupéré Bentley pour se consoler de Rolls-Royce. Lotus appartient à Geely. Et enfin, l'entreprise SAIC,
qui est donc une entreprise chinoise, une entreprise publique chinoise qui appartient donc à l'État chinois, a récupéré la marque MG Motors, qui n'est plus du tout produite au Royaume-Uni. MG n'est plus anglais. Et la marque Rowe, qui est grosso modo la marque Rover en fait, sans le nom, qui appartient toujours à BMW. Voilà, donc aujourd'hui la marque MG, qu'est-ce qu'il en reste? Voilà, c'est un nom. Alors pendant un temps, la marque MG, il me semble, avait été quand même sous pavillon chinois, mais assemblée au Royaume-Uni. Ça n'a pas duré bien longtemps. Alors il parle évidemment d'un bureau de design qui basé à Londres, dans un quartier de Londres. Effectivement, qu'est-ce qui se rapproche de l'ADN d'MG aujourd'hui? C'est éventuellement le Seaburster, le premier roadster électrique qui, il faut l'avouer, est plutôt joli pour l'avoir croisé plusieurs fois, notamment en salon. Elle est quand même vachement chouette. Aujourd'hui, MG est devenu le premier nom d'export de l'automobile chinoise électrique. Donc voilà, on recroise aujourd'hui cet emblème-là. Et en réalité, c'est un emblème que notamment en Amérique du Sud, on recroise déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Donc voilà, on commence à en recroiser pas mal. Mais si vous voulez voir de vrais MG originales, il y a toujours les rassemblements d'anciennes. Et n'hésitez pas à monter dans une MGA, c'est un vrai jouet, c'est un vrai bonbon. Les MG modernes, TF, sont encore aujourd'hui, même si la cote a commencé à remonter il y a quelques années, ça reste encore assez accessible. C'est souvent une bonne alternative encore aujourd'hui au MX5. Et sincèrement, encore une fois, c'est des jouets. C'est des voitures qui sont très plaisantes, très agréables, très joueuses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que l'histoire de MG t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses, à t'abonner. Et voilà, j'aimerais bien un jour quand même revenir sur des marques disparues, plus souvent en tout cas. Je pense notamment à la marque française Hotchkiss, ou au belge Minerva, où on a parlé tout à l'heure de Riley en Angleterre. C'est aussi une marque qui m'intéresse beaucoup. Près de chez moi, il y a notamment un salon dédié aux avant-guerres et j'y rencontre régulièrement des Riley et je trouve à chaque fois que c'est des cycle cars incroyables. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner sur Instagram, enfin bref, tu connais la chanson. Et puis écoute, on se dit à la prochaine. Salut!